GM tout le monde et bienvenue sur Mint & Drink, le podcast qui vous compile l'actualité NFT de la semaine et tout ça, le temps d'une bière. Nous sommes Paul et Devac, deux passionnés blockchain et amateurs de bière. Et comme à chaque début d'épisode, parlons volume et tendance du marché, mais avant cela, notre rituel hebdomadaire, quelles sont les bières de la semaine ? Et bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Mint & Drink. Je suis Paul et je suis aujourd'hui avec Devac. Comment tu vas, Devac ? Super, et toi ? Tout va bien ? Ouais, ça va, ça roule très bien, ouais, toujours. Et on se voit toujours encore un matin aujourd'hui, donc le drink va être encore du café pour ma part. Ouais, pareil. On va pas commencer à boire une bière à 9h du matin. Non, journée ça va nous pas attend. faire. Mais oui, En la effet. prochaine fois, on va essayer de l'enregistrer un peu plus en fin de journée. Et comme ça, on va prendre la première bière du week-end. Ce serait chouette. Donc du coup, on est bien rentrés de vacances tous les deux. Yes. On est de retour dans nos maisons respectives et on est prêt à parler un peu de ce qui se passe dans le marché des NFT et plus globalement de la blockchain aussi. On en parle un Exactement. petit peu. Ouais. Donc comme d'habitude, on va commencer notre émission avec les volumes de la semaine, une sorte de météo de ce qui s'est passé sur les NFT pendant les dernières semaines, mois. Ensuite, on va parler des grosses news et des flash news à la fin. Exactement. Donc du coup, on commence par les volumes. Les volumes de la semaine. Alors, on descend. On descend encore. Cool. On était pourtant sur un bottom, tu disais, des vagues. Ouais. C'est assez... après, voilà, c'est comme ça. Hein. On est sur un mois d'août. On va dire que c'est à cause de ça et qu'on va repartir potentiellement en septembre. Non, de toute façon, on peut pas anticiper tout ce qui va se passer les prochains mois. Mais là, à date, on va essayer de rattraper, je pense, là, sur les derniers jours, le volume qu'on a pu observer au mois de juillet. Donc au mois de juillet, on était à peu près à 520 millions de volume échangé sur l'exchange OpenSea. Donc OpenSea, c'est la marketplace, la première marketplace d'échange sur les NFT Ethereum et aujourd'hui Solana. Principalement. Ouais. Donc sur le mois de tu août, précises et Solana maintenant. Hein. oui, il faut le dire parce qu'ils viennent de l'intégrer. Alors, j'ai pas encore regardé les volumes de Solana dessus parce qu'il y a une autre marketplace qui est très très forte sur Solana qui s'appelle Magic Eden. Mais bon, vu qu'ils l'ont ajouté, aujourd'hui on peut pas dire uniquement. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir deux layers à terme. Il y aura de plus en plus d'échangeurs, enfin de marketplace, et c'est la concurrence qui fera avancer justement tout ça. Grave. Bon, on va en reparler après. Ouais. Mois de août, on est à 419 millions. Donc pour l'instant, on est légèrement en dessous. Il nous reste encore quelques jours pour voir si on atterrira au même volume, au même montant. Ouais. Ça se calme, et tu vois, c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, c'est qu'en fin de compte, c'est pas plus mal parce que les gens qui étaient dans les NFT pour la mauvaise raison, sont moins présents aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on voit sur tous les échanges sur Twitter et ainsi de suite de plus en plus que les échanges tournent plus autour de qu'est-ce qu'on va construire et qu'est-ce qui pourrait être utile demain pour tout à chacun, que de savoir qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va descendre et comment je peux faire des investissements judicieux, quoi. Donc plutôt chouette en ce moment. J'ai vu un tweet, tu vois, de Pac, l'un des artistes NFT les plus importants, qui est dans la crypto depuis 2011 peut-être ou 2012. Wow. Un OG. Un OG, ouais. Et il s'est retweeté lui-même, en fait. Non, il s'est pas retweeté lui-même, il a pas dit ça, il a dit 2022 dans les NFT, ça ressemble à 2012 dans les bitcoins. C'est-à-dire en gros y a pas grand monde dedans et il trouvait ça cool en fait que ce soit vraiment personne sait où ça va aller, mais tout le monde est un peu excité par ce qui se passe, quoi. Sauf qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises Web 2 et même le mainstream qui s'y penchent quand même c'est vrai que là il y en a beaucoup, et on va vous faire justement un petit récap des entreprises Web 2 du coup qui ont investi dans les NFT sur l'année passée et les business qu'ils ont pu réaliser. Ça, c'est impressionnant quand même.
les chiffres. Restez écoutez ce moment-là parce que je pense que ça va être hyper enrichissant. Donc du coup, c'est mou, le marché est mou, on vous fait pas le topo, et comme chaque semaine, je vais le répéter, en dollars évidemment, ça a beaucoup baissé. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en nombre de transactions, donc en nombre de NFT échangés, on est plutôt stable en fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on a bon an mal an 1 million, 1,5 million de NFT qui s'échangent tous les mois. Avec un user base qui baisse mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'au maximum il y avait 547 000 utilisateurs sur OpenSea. Aujourd'hui il y en a 400, dans les 400 000. 300 000 ouais, 350 pour l'instant sur le mois, mais ça va remonter. Donc en termes d'argent ça baisse, mais en termes d'utilisation en fait d'Evac et moi on est surpris de voir que non, en fait ça continue, les gens continuent à être intéressés à échanger des NFT au quotidien quoi. On va voir, il y a une grosse annonce Ethereum qu'on appelle le merge qui arrive dans 2 semaines, 3 semaines maintenant, normalement le 15 septembre, qui aura peut-être un impact quand même techniquement sur le prix, en tout cas des NFT en valeur. Il y a ça, et en amont, si vous êtes connaisseur ou pas forcément connaisseur des NFT, suivez bien ce qui va se passer le 30 août. Il va y avoir une conférence importante de la part d'une des collections les plus importantes de l'écosystème, donc les Moonbirds. Ah oui. Qui s'appelle Future, donc la conférence s'appelle Future Proof, et donc ça va être important parce que c'est vraiment le premier gros événement de la rentrée sur les NFT, et les Moonbirds c'est l'une des collections qui s'est le plus échangé toute l'histoire des NFT, qui va annoncer beaucoup de choses concernant sa roadmap, donc ça va être important. Si jamais c'est un live, c'est ça ? C'est un live qui va faire. J'imagine, j'espère qu'ils vont faire un live. Dans tous les cas, ce sera live tweeté par toute la communauté NFT. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va marquer la rentrée des NFT avec soit les annonces sont décevantes et à ce moment-là, on verra les réactions. Soit au contraire, les gens se disent, c'est un truc de ouf, et pareil, hâte de voir les réactions. Mais suivez bien cet événement, on va je pense décrypter ça la semaine prochaine. Et ouais, sachant qu'il n'a pas trop le droit à l'erreur là, avec tout ce qui s'est dit sur les CCO, etc. sur les dernières semaines. Mais c'est ce que je me dis moi. Mais il le sait très bien qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Donc s'il fait une conférence en grande pompe le 30 août, c'est qu'il sait ce qu'il fait en fait. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir, vraiment. Ouais, cool. Hâte de voir aussi le 30. Le 30, on en reparlera de toute façon, je pense qu'on fera... Et ensuite le 15 septembre, t'as raison, le merge, ça va être aussi tout complètement crucial. Whale. Les whales. Petit récap, les whales sont des baleines, c'est-à-dire des gros portefeuilles crypto qui ont au moins $1 million d'assets en main. Et aujourd'hui, un whale, des whales, il y en a à peu près 1500. Et ça représente à peu près 24% du marché total des NFT. Des échanges. Qu'est-ce qu'ils ont acheté les whales? On aime bien regarder avec des vax ce qu'ils font. Comme d'hab. Hardblocks. C'est-à-dire Hardblocks. Il est repassé premier. On va le faire notre deep dive. Il est repassé premier. Il était redescendu. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, où il devait être dans le top 5 ou dans le top 6. Oui, toujours. Bon, là, il est repassé numéro. Voilà. Le podium, toujours. Numéro 1, comme d'hab, c'est ce qu'on disait. Pourquoi dans des moments, on va dire, d'incertitude, l'art, qui a une valeur plus intrinsèque, c'est un peu un refuge, et donc du coup les baleines et le prix, surtout Hardblocks qui fait partie des collections Genesis dans le monde de l'art génératif. Beaucoup de personnes sont intéressées. Le fondateur d'ailleurs c'est un vrai avocat NFT, il est très très influent dans ce monde là. Et ça crédibilise un peu le projet, donc les whales naturellement se jettent dessus, et donc du coup le prix est encore très stabilisé. Market cap, je viens de voir là, 839 millions d'euros. Hardblocks, c'est énorme. Sur cette collection, c'est vrai que c'est énorme. C'est énorme. Mais tu vois, sachant que c'est la première galerie NFT. Ouais. Mais tu te dis que t'as quasiment logique, 1 milliard quoi. Sur de l'art génératif, il y a peut-être 2 ans, ça n'existait pas du tout ce truc-là quoi. C'est vrai que c'est ouf. Ouais. Deuxième, 10KTF. 10KTF. Je crois que t'en avais parlé à un moment donné. On en a parlé vite fait. Je sais pas si t'as suivi, mais il y a eu un podcast il y a pas longtemps qui diguait justement 10KTF.
assez intéressant. 10KTF, c'est un espèce de artisan des NFT qui est là pour construire de la fashion en fait virtuelle. Ouais, c'est ça. Et qui va en fait faire des collaborations avec des grandes maisons. Donc la première, ça a été Gucci, où en fait ils ont réalisé des vêtements virtuels Gucci que tu pouvais fusionner avec tes avatars d'autres collections qui n'ont rien à voir avec 10KTF, comme je sais pas, des Cool Cats, des World of Women ou des Bored Ape. Et donc en fusionnant je sais pas, la chemise Gucci avec ton Bored Ape, et ben tu crées un nouvel NFT qui représente ton Bored Ape, qui porte du coup cette fois-ci la chemise Gucci, et que tu peux du coup revendre ou garder tel quel derrière. Donc c'est un moyen d'habiller en fait ton NFT en chopant un nouveau. Et du coup, peut-être que pareil, il faudra qu'avec des vagues, on digue 10KTF parce que ça prend de plus en plus de place et que visiblement, il y aurait, je sais pas si c'est avéré ou si c'est des rumeurs, je crois que c'est plus ou moins avéré qu'il y a Beeple derrière ce projet notamment. D'accord. Donc il y a vraiment des choses à creuser sur ce truc-là, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de grosses marques traditionnelles qui se jettent justement sur cet écosystème. Tu veux dire 10KTF ou des NFT ou Non, 10KTF. Je sais pas si Adidas ou Nike avaient fait un partenariat aussi avec eux, non ou Reebok. Non, c'est Reebok, je crois. C'est Reebok. Ils voulaient faire ils ont lancé quelque chose avec eux. Et donc on parle de Gucci juste avant, etc. Donc t'as quand même des grosses marques qui se jettent sur... c'est une plateforme, c'est un tremplin, 10KTF, tu vois, pour ce genre de marque. Ouais, c'est un tremplin, et je pense que leur modèle il est très cool parce que ça permet pour n'importe quelle marque de rentrer dans le milieu des NFT, d'un côté sans trop se prendre la tête niveau technique et communauté, etc., mais quand même en rejoignant un projet qui est très solide et respecté parmi la communauté NFT, quoi, on va dire. Donc voilà, je pense qu'on fera si on a le temps un jour de faire un deep dive, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais en attendant, je vous recommande en fait d'aller voir ce que fait 10KTF. Alors c'est pas forcément hyper évident parce qu'ils ont des mécaniques un peu complexes, comme je vous l'ai dit, avec les accessoires qu'on peut habiller. Mais ça fait partie des projets les plus intéressants et les intéressants du moment. C'est des mécaniques un peu Web 3.0 où en fait, tu vois pas spécialement ça dans le monde traditionnel. C'est qu'ils sont en train d'essayer de faire de l'innovation dans ce milieu-là. Mais bon. C'est ce que je dis souvent aussi sur les NFT. Ce qui est vraiment intéressant dans les NFT, c'est que il y a de l'interaction. Ce sont des smart contracts. Donc c'est pas juste tu achètes une image en fait. C'est que des images, tu peux les fusionner, tu peux les habiller, tu peux les brûler, les détruire, les dégrader, les fractionner. Enfin. C'est vraiment les louer, c'est à l'infini en fait. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi pour moi. Ce qui m'excite beaucoup dans les NFT, c'est ce côté interactif où derrière tu peux imaginer vraiment quelque chose qui est à la frontière entre de la blockchain, du gaming, des mécaniques de jeu. Enfin, je trouve ça super intéressant. Tout ça grâce au code. Bref, pardon. Je pourrais digresser des heures là-dessus. Troisième collection la plus achetée par les pas du tout. Finiliar. Je n'ai pas entendu parler de ce truc-là. Je viens de regarder rapidement, j'ai l'impression que ça passe. C'est quoi ce truc pour quelque chose. Bouge pas. Bon, je l'ai pas en tête celui-là. Finiliar. Attends, après ça peut être qui sait, s'il faut, pour nos auditeurs, ça peut être marrant qu'on aille regarder en live une collection pour donner notre avis. Mais c'est le troisième, il y a combien de... Donc il y en a 170 qui ont été achetés par les whales. Il y a 16 whales qui ont hypé là-dessus. Ouais, ça fait quand même 2 millions. 2 millions de quoi 2 millions d'euros d'achetés sur ce... non, ça c'est le total volume, pardon. Non, whale volume, 125 000. Ils ont acheté pour 126 000 euros. Ouais, pour une whale, pour cette whale, c'est pas incroyable. C'est pas énorme, ouais. Et il y a OpenSea qui bug. C'est génial. Je ne peux pas diguer. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est un... Je sais pas, c'est peut-être pas un peu pan-up, Peut-être. Finiliar, Living NFTs created by Discord. Il y a que un Discord. J'aime pas quand ils mettent qu'un lien vers Discord. T'as pas un site web en fait où tu peux m'expliquer ce que tu fais. C'est pas possible de faire ça. Non, mais ça me saoule. Après, je peux comprendre, tu vois, on en parle. T'es obligé de regarder des articles. Ouais, t'es obligé de diguer n'importe comment. C'est-à-dire que.
On dit souvent avec des vagues que le mystère, ça fait partie intégrante du marketing dans les NFT. Il faut un minimum un white paper juste pour... vends-moi ton truc, quoi, parce que si. J'investis, tu vois, donc... J'ai un site. Ah, mauvaise langue. Langue. Ok, finiliar.com. Ça ressemble à des Pikmin, je sais pas si tu vois. Oui, je vois très bien, ouais. Des pires, hein. Ce sont des NFT vivants qui utilisent des oracles pour une fluctuation. Ouais. J'ai l'impression que le comportement de ces personnages change en fonction de la performance des crypto-monnaies. Ah oui, d'accord. Il y en a 10 000 et ils sont liés au Bitcoin, à l'Ether, au BNB, au Sol, à l'Avax, au Doge, Matic, Link, le Uni et le XTZ. C'est marrant ça. Alors je lis vraiment en diagonale, mais j'ai l'impression que c'est ça le principe, c'est que ton personnage change d'humeur en fonction des fluctuations du marché. Ouais. Vous voyez, je parlais d'interaction juste avant. C'est ce genre de truc qu'on veut voir en fait. Donc, techniquement, si t'es en bull market, ton Pikmin, il smile. Il est content. Ok. Ouais. C'est marrant. J'ai l'impression que c'est un truc dans le genre. Ok, donc potentiellement quelque chose d'intéressant à diguer là-dedans. C'est une inno en vrai. Moi j'avais déjà vu des trucs qui étaient des NFT qui étaient sensibles à la météo par exemple. Enfin selon le temps qu'il fait dehors, le NFT il change. Ah ouais. Il change. En fait il y a des trucs qui s'adaptent par rapport à la météo, s'il pleut, s'il fait beau, l'heure de la journée. Okay. Tu vois, s'il fait nuit. Le NFT il change aussi. Ouais. Il fait nuit sur l'image, etc. Okay. Bah, en fait, tu codes et tu vas chercher ces infos-là. Toutes ces infos-là sont en open source. Donc tu vas les chercher via API justement. Et tu fais des liens quoi. Ce que tu veux. Donc, tu peux... Et les mecs ils codent ça quoi. Enfin, c'est marrant. Bah, t'imagines en fait ton NFT, tu l'as chez toi. En fait, tu as un portrait. T'as un tableau chez toi ou un tableau ou un écran, tu vois. Ouais. Et tu vois justement t'as un landscape et que s'il fait nuit dehors, bah en fait il fait nuit aussi sur ton NFT landscape parce qu'en fait il est adapté à l'heure de la journée, tu vois. Ouais. En fait il faut le voir plus comme ça. Et sinon je regarde par ma fenêtre et je vois qu'il fait nuit quoi. Oui, mais c'est juste que ton art il change. Il change par rapport au temps qu'il fait, au temps qu'il fait dehors, etc. C'est pas révolutionnaire, mais c'est innovant. Non, c'est intéressant. D'ailleurs, tu peux imaginer plein de mécaniques où tu peux. Est-ce que tu vois un possesseur de ce NFT-là pourrait décider dès qu'il trouve que la forme du Pikmin il est bien, il lui convient, que du coup ils lui disent ok, j'arrête l'évolution, donc à jamais il sera figé et bougera plus jamais. Ouais. Et je le revends tel quel parce qu'il était particulièrement heureux ou particulièrement pas content ce jour-là ou j'en sais rien. Tu vois. En fait, c'est infini. Hein. Les possibilités, elles sont vraiment infinies. Les possibilités tu peux vraiment faire ce que tu veux derrière. Ouais, grave. Complètement. Oh. Numéro 4 ? Ouais. Other Deeds. Other Deeds. C'est quoi Other Deeds ? Toujours. C'est quoi ? Ouais, on en a parlé quand même pas mal. C'est la plus grosse... Ouais, bah il y avait le métaverse. Ouais, c'est le métaverse pour l'instant. Ouais, le plus important dans... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en dehors du domaine des gens à fond dans les NFT, on n'en parle pas alors que c'est le plus gros truc métaverse quoi, pour nous. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, une petite parenthèse, Facebook a lancé Horizon en France. T'y es allé du coup ? T'as regardé un peu ? Non, bah justement, en fait, je me suis dit je vais quand même faire un petit tour parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Parce qu'il est, enfin, tout le monde le trash, hein, son NFT, enfin son métaverse, etc. Parce qu'il est pas très bien fait, etc. Il a annoncé, je crois hier ou avant-hier, un update assez important sur le design de ses avatars, le design du monde virtuel. Okay. Qu'il entend de construire, qui est beaucoup mieux pour le coup. Faut aller voir. Hein. Après voilà, je me dis, tout le monde le trash, mais faut savoir que, s'il a au moins 1% des gens qui qui se connectent à Horizon, ça représente plusieurs millions de personnes sur l'écosystème parce qu'ils ont 3 milliards 5 d'utilisateurs sur l'écosystème Meta. Other Deeds, le test qui a été réalisé, c'est 4500 personnes. Donc tu vois le scale qu'il y a entre les deux. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. L'adoption de masse, c'est ce qui fera le truc. Et c'est vrai que Meta, ils ont un avantage concurrentiel sur ça. C'est qu'ils ont tout l'écosystème Web 2. 3 milliards de personnes déjà intégrées. Après voilà, pour se connecter à Horizon, il faut une bande passante, il faut
Ça prend beaucoup en fait. Ça prend beaucoup. En fait, nous on fait partie des pays, c'est pour ça qu'ils le lancent aussi en France. On fait partie des pays où la connexion internet elle est pas très chère et elle est très rapide. Je dirais même quasiment. Enfin, nous on paye, tu vois, la Wi-Fi, tu la payes pas chez toi, tu vois. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Les plans sont beaucoup plus chers, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils le testent aussi assez rapidement chez nous parce que, enfin, l'adoption elle est plus facile. Mais bon, si demain ils le lancent en Inde ou en Afrique, oui, en fait ça sera beaucoup plus compliqué. Ouais, grave. Mais parce que ça prend beaucoup, en fait, ça consomme beaucoup en data. Donc, mais bon, parenthèse fermée. Pour dire que Otherdeeds, le test il était concluant. Il y a beaucoup de gens qui croient vraiment à Otherdeeds parce qu'en plus c'est Yuga Lab. Mais on va voir ce qu'ils vont développer dans les prochains mois parce que j'ai l'impression de toute façon cette collection NFT de 100 000 pièces c'est un peu le socle de leur écosystème qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années. Ouais, de ouf. Donc à suivre. Ah oui, clairement c'est la collection à suivre pour tout ce qui est métavers, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais Devac et moi, faut savoir qu'on est plutôt on n'est pas anti-Web 2 en fait ou anti-GAFA en fait, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut c'est qu'il y ait des trucs cool qui apparaissent et si c'est Facebook qui fait des trucs cool, ben fine en fait, on cogne quoi. C'est très bien. D'ailleurs, je pense que tu vois, Zuckerberg a plus fait pour le bull run des NFT que beaucoup d'autres. Hein. Quand il a renommé sa boîte Meta, je pense que tout le monde est devenu fou et plein de gens se sont dit ok, c'est que si c'est l'une des 10 plus grosses boîtes au monde et qu'il décide de prendre comme nom Meta, bon, je vais peut-être aller regarder ce qui se passe, quoi. Donc, même en parlant, encore une petite parenthèse en parlant de GAFA, Google, c'est l'entreprise qui investit le plus dans le Web 3 aujourd'hui, à date. Mais, ah bon ? Ils ont investi dans des exchanges, etc. Et c'est le VC qui a investi le plus aujourd'hui dans le Web 3. Mais en fait, c'est des boîtes que je connais pas spécialement. Enfin, c'est pas des boîtes iconiques, entre guillemets, ou des boîtes qui sont très médiatisées. Mais c'est des boîtes qui sont dans l'écosystème. Non, ça va être des startups où ils disent l'écosystème. Et je pense que Google, ils doivent prendre par an un nombre de bêtes d'investissement monumental dans tous les domaines, dont du coup, forcément, Web3, tu vois. Donc, mais c'est intéressant parce que pour l'instant, ils n'ont pas du tout communiqué dessus, juste leur fonds met beaucoup d'argent. Mais bon, parenthèse fermée. Numéro 5 Numéro 5. Ah bah ça on va en parler de toute façon. Enfin tu vas en parler. J'ai un gros deep dive historique, c'est vrai etc. C'est vrai franchement. Je suis allé creuser. Je connais rien à ce truc là. Tu verras, franchement c'est trop intéressant. Enfin, c'est une drama, c'est un fail, c'est une rédemption, franchement c'est un... Game of Thrones. Ouais, clairement. Mais hyper donc intéressant. Pas du Penguins à suivre. Ouais. Ok. Bored Ape. 6ème, les Bored Ape. Ok, donc la collection à l'origine des Otherdeeds. 7ème, Digidaigaku. Connais pas. Je sais pas si on va apprendre des choses très intéressantes vu le nom très complexe, mais sait-on jamais. Hein. C'est une collection de 2022 personnages uniques développés par Limit Break, une entreprise créée par des designers mondialement célèbres comme Gabriel Leydon et Albert Nakagawa. Et en ce moment, les personnages vivent dans un monde mystérieux. Ok, ils jouent un peu avec les codes déjà, je trouve. C'est intéressant. Ça fait longtemps qu'elle existe, non ? On a un design qui ressemble à du Musha. Tu vois Musha ou pas ? Non. C'était un artiste tchèque du début du siècle dernier. Un peu style art déco en fait. Il faisait des affiches et des publicités. Allez voir Musha, M-U-C-H-A sur internet, vous verrez les images qu'il fait qui sont très belles. Ça ressemble à ça en fait. C'est clairement inspiré de Musha. Avec Floor Price, il a 4 éthers quand même. Bon, il y a moins. Parce qu'il y en a 2022 aussi, il n'y en a pas beaucoup. That's why. Dernière vente, 14 éthers quand même. Et ça dit quoi sur Twitter ? Airdrop announcement, ça a été airdroppé hier. C'est pour ça qu'elle est en hausse, parce que c'est une nouvelle collection, donc les gens se disent ok. Bon, très bien, passons. Numéro 8, Azuki revient sur le devant de la scène. Bah ouais, on va pas en parler juste après, donc on peut en parler vite fait là, non ? Ouais, je sais pas si t'as vu un peu passer les news. T'as vu ? J'ai vu passer. Vas-y. Hein. Ils ont partagé une image interactive sur leur site. C'est ça. En gros, qui semble être
c'est une espèce de sas avant l'entrée dans leur métavers. Donc c'est une allée où en fait on peut cliquer sur des trucs, voir des trucs. Franchement, on n'apprend pas grand chose, mais simplement que le seul truc qu'on apprend, c'est qu'ils avancent sur leur métavers. Donc du coup, les gens redeviennent un peu plus bullish sur cette collection, et c'est pour ça qu'elle réapparaît dans le top des collections. Le fondateur, il est encore à la tête du projet ? Ouais, toujours. Ok. Il continue à tweeter des trucs. Je sais pas si... On verra. Okay. Ouais, attention, ils sont restés stables. Ils sont restés stables. Enfin, non, ils ont baissé. Ouais. Enfin, ils ont même ils ont chuté depuis l'annonce. Je crois que c'était... je viens de regarder là en mai. Ils sont passés... je sais plus les chiffres, mais je crois que c'était 15 Ethers. Ouais, 15 et c'est descendu à 9. Flore. Et là, c'est redescendu à 7, 8, 9. Ouais. Mais c'est resté stable sur 8. Donc, l'annonce dont on parle des vagues.info, c'est le patron en gros de Azuki, Zagabond, qui a révélé en mai justement qu'il avait participé à 3 projets, en gros des scams, en fait des arnaques, précédemment avant d'avoir monté Azuki. Donc, il a été contraint d'avouer tout ça. Donc, du coup, ça avait fait énormément baisser la collection. Ouais, bah c'est... Grosse controverse. C'est un faux pas, hein. Quand tu parles de scam, mais bon, mais en fait, il s'est lui-même, enfin, personne ne lui avait jamais rien demandé. En fait, il s'est lui-même. Si, apparemment, il a reçu des menaces. Ouais. Ah ouais. Donc j'avais pas vu passer cette news. Non, il paraît qu'il y a des gens qui étaient au courant et qui ont commencé à lui envoyer des messages en mode. On ne sait pas vraiment le truc du message, mais il disait qu'il a été contraint. Il n'a pas le choix. Ça me paraissait quand même bizarre de. Oui, c'est pour ça. Ouais, ok. Combat Crate numéro 9. Je ne sais pas ce que c'est. Ah non, si, je sais ce que c'est, Combat Crate. Tu l'as ? C'est une des collections de 10KTF, justement. Ah, ok, je vois. Ouais, je viens de le voir là. Donc, ce sont des boîtes d'outils, en fait, pour le métavers. Ok. Et donc là, c'est pas du tout en lien avec une marque ou quoi ? C'est leur propre collection. Je crois... Alors, c'est plus ou moins en lien avec, justement, les Other Deeds et donc le métavers des Bored Ape. D'accord. Mais c'est pas officiellement endorsé par les Bored Ape. Donc je crois que la collection, tu pouvais la minter en ApeCoin si tu voulais. Ok. Et en gros, il t'explique que voilà, c'est des outils qui sont metaverse ready, que tu pourrais utiliser dans les metaverses demain, mais très mystérieux, on sait pas trop. Decagon, c'est un pass. Decagon, j'ai vu ça passer. Pour un metaverse. Ah oui, on avait parlé la dernière fois, c'est ça avec toi. Ok, un autre metaverse qui se monte ? Ouais, bon, il y en a beaucoup. Decaverse, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça, Decaverse. Ok. Bon, c'est un pass. Bon, c'est un pass. Passons. Exact. Les grosses news ? C'est parti. Aujourd'hui, on va parler des Pudgy Penguins en premier. C'est parti. Mais on va pas parler des Pudgy Penguins, c'est Devac qui va vous parler des Pudgy Penguins parce que j'ai pas du tout suivi. Mais je pense que t'en as entendu parler parce que, enfin, t'as peut-être des trucs que tu vas pouvoir rebondir parce que cette collection, elle existe. Ouais, je vais te poser des questions. Ouais. Elle existe depuis très longtemps, cette collection. Depuis juin 2021. Donc, quasiment en même temps que... Depuis une éternité. C'est le début du début, quoi. Du début du bull run, disons. Quasiment en même temps que Bored Ape, d'ailleurs, parce que Bored Ape était sorti à ce moment-là aussi. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'avais une période en juin 2021 où les gens se disaient « Putain, c'est quoi le futur ? Ça va être les Bored Ape ou ça va être les Pudgy Penguins ?» Exactement. Ah ouais ? En fait, les gens qui ont raté un peu les Bored Ape, ils sont dit oh merde. Pingouin, parce qu'en fait, c'était un peu le bull run des profile pictures, les PFP en fait. Ouais. Les collections de 10 000 PFP. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui avaient commencé à rater le coche de Bored Ape. Et Pudgy Penguin existait en juin 2021, mais en fait, ils ont connu leur succès en août. Donc, c'était vraiment l'après, entre guillemets, bull run de Bored Ape. Yes. Il y a Pudgy Penguin qui a réussi à vraiment exploser. Il y a, franchement, depuis un an, ils sont en croissance stabilisée. En moyenne, ils sont entre 1,6 et 9 Ethers en flore. Donc c'est quand même, voilà, depuis l'année dernière, ils sont vraiment dans le top des collections. Il y avait moins de volume sur les derniers mois, enfin même, je veux dire, même sur la dernière année, donc depuis janvier 22, pardon, moins de volume. Voilà. Ouais. Alors, faut savoir que là, en fait, on parle de Pudgy Penguin, pourquoi ? Parce qu'il y a une pièce qui s'est vendue à 400 Ethers sur la dernière semaine, qui représente 625 000 €. Donc j'imagine que c'est le plus rare. En fait, c'est le plus rare, mais c'est pas le plus beau. C'est un pingouin qui est en fait sans aucun accessoire, rien du tout. C'est tout. Ah. Juste, ça arrive. Hein. Tu vois, Azuki, par exemple, le numéro 1, c'est un Azuki, mais sans rien. C'est un Azuki Bolt, en fait. De mémoire, je l'ai jamais vu. Ouais. Pourtant, j'ai beaucoup regardé les Azuki. Parce que c'est le numéro 1, normalement. Je vais regarder. Il y a ça aussi avec les Cool Cat, où t'as celui de... Le numéro 1, c'est ça ? De Andrew.
Ouais, non, je sais pas quel numéro il porte, mais c'est le Cool Cat de Andrew Wang, qui est l'un des influenceurs les plus influents dans le milieu NFT. Et c'est un Cool Cat, c'est le seul qui n'a aucun habit, sans rien, mais il est à l'envers en plus. Ah bah je crois que... Ah mais attends, Pudgy Penguin c'est pareil, il est à l'envers aussi, de mémoire. J'avais vu ça. Donc du coup, Cool Cat aurait copié ça sur... Parce que Cool Cat, ils sont arrivés... Après ? Je sais plus, après je sais pas. Je crois. Je sais pas. À regarder sur... Enfin, tu peux regarder sur OpenSea si tu veux en attendant. Donc... Ouais. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a une pièce qui a été vendue à 400 Ethers, ça représente 625 000 € avec le prix actuel de l'Ether. À base... 625 000 balles. C'est ça. Pour un Pudgy Penguin. Sachant que l'année dernière, en août, fin août, début septembre, il y a eu des pièces qui étaient vendues à $1 million par rapport au prix de l'Ether à cette époque-là. Donc, il y a eu des il y a des pingouins qui ont été vendus. Exactement. Qu'il y a eu des des achats assez importants. Alors le mec qui a eu le numéro 1 là, il est bien parce qu'en fait, je crois que quand tu regardes l'historique de ce pingouin, il y a quasiment très peu d'échanges. Il y a très peu d'échanges. Tu regardes, je crois qu'il y a 5 Ethers juste avant et puis basta quoi. Et donc voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Et en fait, quand tu te plonges un peu dans l'histoire de cette collection là, faut savoir qu'en fait en 2021, fin 2021, il y a eu un faux pas des fondateurs. Ils ont vidé la caisse. Donc ils sont partis, en fait ils ont complètement transféré les fonds sur une autre adresse qui est traquée aujourd'hui parce qu'il faut savoir que sur la blockchain tout est transparent, donc on peut rapidement savoir si des personnes justement font des mouvements financiers et donc du coup ça s'est su rapidement et donc du coup un des fondateurs en fait qui s'appelle Cole Therium, il a aussi en plus de ça un historique assez dark. Il avait participé à des scams un peu à l'image du mec d'Azuki, là, du fondateur d'Azuki. Il y a eu ça aussi qui était révélé. Donc, du coup, ça a mis un peu en péril la confiance, justement, de la communauté envers ce projet. Et ça a commencé à dumper. Parce que, voilà, quand t'as les fondateurs, les mecs qui dirigent le projet, qui construisent des choses, etc., commencent à faire, des trucs un peu louches. Voilà. Et sachant que, vraiment, Pudgy Penguin... Ils ont une communauté qui est hyper strong. Vraiment, les mecs, ils sont... Voilà. Il y en avait très peu à l'époque, mais voilà, ce projet-là, la communauté, elle était vraiment, vraiment solide. Donc du coup, en fait, ça a mis un peu en péril la collection en fin 2021. Et donc du coup, t'as un mec qui s'appelle... Alors, je sais pas, tu l'as déjà vu sur Twitter, il s'appelle 9x9x9x9. Tu vois c'est qui ou pas? Je sais pas, non, ça me dit rien comme ça, mais il a un pseudo un peu atypique, mais c'est un mec, c'est un peu un vétéran du monde du NFT. C'est probablement aussi un VC. Il a fondé The Open DAO. C'est un truc qu'il avait fondé fin 2021. Je me souviens, j'étais là à ce moment-là. En fait, il avait créé un site pour airdropper de l'Ether à toutes les personnes qui avaient pu échanger sur OpenSea, parce qu'en fait à ce moment-là sur OpenSea les fees étaient énormes et tout le monde se plaignait que voilà il y avait trop de fees, etc. Ether, donc on parle de gas fee. Et donc du coup ce qu'ils ont fait c'est que le mec c'est un VC, hein, il a remboursé quasiment tous les fees. Donc en gros, vu que tout est traqué tout est off-chain, en fait il a monté une plateforme qui a pu analyser justement toutes les transactions qui ont pu être effectuées sur OpenSea et combien ça coûtait en fee. Et lui en fait tu pourrais redeem un montant. Donc si tu avais je sais pas investi pour 1000 € de NFT, tu pouvais connecter ton MetaMask et puis il te disait ok je te rembourse 50 € parce que tu as eu 50 € de fee, quelque chose comme ça. Bref, c'est un mec qui est c'est un vrai fervent, c'est un fervent supporter du monde du NFT et particulièrement Pudgy Penguin parce qu'en fait il en possédait 200 à cette époque-là. Donc sur une collection de 8888, lui il en avait 200. Et en fait il avait commencé à critiquer les fondateurs parce que clairement en fait les fondateurs commençaient à détruire le projet. Lui il était hyper il supportait ce projet-là, etc. Donc il a voulu, il a annoncé qu'il voulait quitter le navire, etc. Donc la communauté elle a commencé à se désintégrer un peu. Et en fait, justement, suite à cette annonce-là de 9x9x9x9, il y a un mec de la communauté,
avant ça, en fait, quand ce mec-là, 9x9 a annoncé justement qu'il voulait partir, les fondateurs de la... C'est ouf ça aussi. Les fondateurs de la collection Pudgy Penguin a voulu vendre l'IP à ce mec-là pour 888 Ether. D'accord. Il a refusé. Ok. Parce que les mecs, ils ont scammé. En plus, ils veulent revendre l'IP, tu vois. Enfin, il a fait. Non, je veux pas. En fait, du coup, ça a poussé un mec de la communauté Pudgy Penguin à justement step in. Et donc, du coup, c'était à peu près en avril. Il y a un mec qui s'appelle Lucas Schnetzer qui rachète toute la collection pour 750 Ethers, 2,5 millions. D'accord. Donc il achète donc l'IP vraiment auprès des fondateurs originels du truc. Exactement. Quoi. Ok, donc il rachète tout le truc. Il rachète tout le truc. Ouais. Justement dans le but de redonner un second souffle à cette collection qui a une communauté assez strong, qui a fait ses preuves, etc., etc. Et en fait, ce mec-là, faut savoir que il est très vocal et ce mec-là, il a monté beaucoup de startups successful dans le Web 2 et donc du coup en fait il s'est dit voilà, je veux mettre en œuvre un peu, ou en tout cas je veux participer à l'écosystème Web3 avec justement Pudgy Penguin et mes skills de Web2, de start-upper, etc. Et voilà, donc du coup essayer de refaire remonter cette collection. Et donc du coup depuis avril 2022 en fait on voit que la collection a commencé à redécoller. Il a monté une team avec plein de, comment on appelle ça, des mecs au board en fait. Des mecs au board. Il y a des mecs au board de Hasbro, je crois. Franchement des grosses entreprises. Il est parce sur un site. Le gars doit avoir un petit carnet. Il a un gros réseau. Il a un gros réseau. Okay. Et donc du coup, depuis, il est doxé ou pas? Il est doxé, complètement doxé. Alors, le mec s'appelle Lucas Schnetzer, donc je pense que tu peux le retrouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu peux le retrouver. Donc le mec, hyper faire. Il veut contribuer, il veut il veut vraiment mettre ses skills justement pour aider à redorer l'image de cette collection. Et donc du coup, il a énoncé pas mal de choses, notamment des projets médias et aussi du merchandising. Donc ils ont commencé à produire en fait ils veulent faire un Disney quoi. Donc ils veulent créer des toys, etc. Il a commencé à montrer les premiers drafts, franchement hyper quali. Donc en gros le mec il est en train de refaire complètement la collection. C'est marrant. Beeple a fait une pièce en honneur justement de Pudgy Penguin qui s'appelle The Penguins Are Back. Et donc du coup tu vois, tu connais Beeple, hein, il fait une pièce tous les jours et donc il en a fait une avec 2 pingouins qui commencent à se battre et tu vois que en fait c'est un peu la revanche des pépés. Incroyable. Ah putain, c'est très marrant. Et donc là c'est je le vois, le truc de Beeple. Ok. Ouais. Donc du coup ils sont en train de bouffer des gens. On en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a eu justement un NFT de la collection, donc le numéro, je crois que c'est le numéro 1, qui a été vendu pour 400 Ethers. Donc il y a des gens qui commencent à se réintéresser au projet parce que le mec il est en train de faire quelque chose de l'IP et il est en train de construire une marque en fait concrètement d'une collection qui a plus d'1 an, qui a vraiment fait ses preuves, qui a eu des hauts et des bas, et là du coup il est entre guillemets les gens pense qu'il a l'IP entre de bonnes mains avec un mec qui veut vraiment construire quelque chose et récompenser les investisseurs et la communauté en fait. Ton truc va me donner envie de prendre un petit beans ou de mettre un peu dans la collection Azuki du coup. Parce qu'en fait si une collection se fait complètement reguer, donc dans le milieu reguer ça veut dire les fondateurs se cassent avec la caisse et que du coup ça peut revenir derrière parce que c'est une collection iconique et que voilà, ça disparaîtra jamais. C'est super intéressant quoi. Ouais. Et c'est aussi, tu vois, une belle leçon pour c'est vrai, les gens qui doutent beaucoup de ce milieu-là et qui se disent c'est rempli de scammers et d'arnaques. Alors la réponse courte c'est oui, évidemment, c'est blindé normal de scammers. Mais en même temps non, parce qu'en fait de plus en plus, en fait c'est comme la blockchain c'est public, c'est transparent, tu peux voir tout ce qui s'y passe. En fait c'est difficile de scammer et de jamais de ta vie être révélé au grand jour. Bah oui, parce que en fait là tu suis toutes les transactions parce que là, je crois qu'il y a 3 adresses qui sont traquées parce que le mec il a fait des mouvements financiers sur ces 3 adresses et à un moment donné si ces adresses là
elles sortent sur un exchange pour récupérer des dollars ou des euros du fiat en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant, tout le monde peut le voir. Un Kraken ou Binance, t'es obligé de faire un KYC aujourd'hui, donc tu sais qui est derrière en fait. Oui. Donc, je pense qu'il y a les mecs qui s'y connaissent vraiment bien, ils ont en vrai, les scams, ce sera plus possible, mais plus du tout, très bientôt à mon avis. Hein. En vrai, il faut vraiment s'y connaître, je pense. Le premier qui part en prison parce que le gouvernement dit mais en fait t'as pas le droit de faire ça. Quand tu sais que encore une fois la blockchain tout est transparent, tout est public, je pense que à terme il y aura plus du tout de scammers en fait, parce que le danger sera trop grand de se faire choper quoi. Bah là, récemment, il y a un mec qui s'est fait rattraper à Amsterdam parce qu'il avait scammé. Ouais, j'ai vu ça. Je sais plus c'est quoi le projet, mais je crois qu'il est parti avec plusieurs millions. Tornado Cash. Il s'est fait rattraper. Ouais, c'est ça, Tornado Cash, exactement. Il s'est fait rattraper à l'aéroport. Non, mais je comprends pas comment tu ne peux pas te faire rattraper dans ce milieu-là, en fait. Ouais. Tout est transparent. Et du coup, voilà, ça c'est intéressant aussi je trouve ça cool de voir que les communautés NFT réagissent très vite quand il y a des scammers, il y a des choses comme ça louches qui se passent tout de suite. T'as un déferlement sur Twitter où les gens sont vraiment pas contents en fait, donc il n'y a aucun intérêt à faire à mettre en place des arnaques dans ce milieu là quoi. Et là donc c'est vraiment la communauté qui a pris le lead, parce que c'est un mec de la communauté. Ouais, ok. Ça c'est chouette. Et en plus 9x9x9x9 là, le mec le mec il est maintenant il est super, il supporte complètement l'initiative de Lucas, et lui aussi il a un réseau, tu vois, dans le Web3, donc tu sais c'est win-win pour tout le monde, tu vois. Et donc du coup les OG qui ont pas voulu revendre, etc., je pense qu'ils sont bien là aujourd'hui, ils sont vraiment contents. La collection, je crois que depuis elle a repris, elle est montée Scan 9 là récemment, grâce à l'achat, grâce à l'achat de 400. Ouais, ok. Elle est montée Scan 9, ça a redescendu après parce que c'est pas naturel, tu vois, d'avoir une hausse aussi importante. Et là je vois les Azuki qui pump pas mal, hein. Ils sont montés à 8,50. Moi j'aimerais bien voir, comme tu disais, la même chose avec Azuki, mais il faut que potentiellement le mec, si le mec ça devient un poids justement dans le développement d'Azuki, parce qu'Azuki c'est une collection avec une communauté hyper strong. Les gens ils le disent, hein, à la soirée qu'il y a eu à New York, NFT New York ou Miami, je sais plus, ils étaient là les mecs, hein, et tout le monde était friendly, sympathique, etc. Les gens, c'est ce qu'ils disaient, tu vois. Donc la communauté, elle est vraiment strong, mais juste que, en fait, le mec qui a la tête, aujourd'hui, il est en train de ralentir. À cause de son historique, il est en train de ralentir, j'ai l'impression, le développement du projet. C'est vraiment une bonne question. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il a ses aficionados, ce gars-là, tu vois. Un peu si tu compares à une personnalité comme Trump, t'as la moitié des gens qui le détestent et t'as la moitié des gens qui l'adulent total, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est le genre de personnalité où tu risques d'avoir un peu ça. Des gens qui l'adorent et qui vont au contraire encore plus kiffer Azuki en réaction au déferlement de haine qu'il y a contre Zagabond, en disant bah non, en fait moi je le supporte, et plus vous voulez détruire Zagabond, plus je vais mettre d'énergie à le soutenir, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais après, tu vois, si tu veux, une collection comme Azuki, il faut des gens qui s'intéressent au projet, il faut que les gens veuillent justement investir, etc. Mais quand tu connais un peu l'historique, etc., les gens, ils veulent pas spécialement investir. Et donc, du coup, le floor, finalement, parce que toute la communauté Azuki, à un moment donné, il y a aussi il y a un intérêt financier, tu vois, donc ils seraient contents que le floor passe de 8 à 15. Et pour ça, il faut que les gens, en fait, la masse, disons, des gens qui sont en dehors des 10 000 ou des 20 000, soient intéressés, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, franchement, j'ai cette collection, j'ai suivi le lancement, etc. J'ai vu le design hyper intéressant, trop stylé. J'avais pas été whitelisté. Et j'ai vu le projet partir, décoller. Je me suis dit, mais en fait, c'est ouf, parce que ils avaient la team pour, que des mecs qui étaient dans la Silicon Valley, ils savaient monter des startups, tu vois, ils savaient monter des projets, etc. Et marketing juste en béton, ils ont vraiment géré ce truc. Et quand tu revois la descente qu'il y a eu juste après, t'as fait t'as divisé par 2 le prix, la valeur de ta collection sur un truc, quoi. C'est con, hein, mais bon, après, on va voir. Après, ils ont rien sorti depuis aussi, hein. C'est vrai qu'ils ont pas fait grand chose. Donc, c'est pas grave. Le chien qui nous dit bonjour.
j'étais très dubitatif à une époque, je le suis un peu moins maintenant. Je pense qu'il y a un côté badass qui est limite renforcé par ce qu'a fait Vagabond. Azuki, c'est pour les badass, tu vois. C'est pas un truc mignon comme les Doodles, etc. Il y a une cohérence, je veux dire, tu vois. Ils font une soirée, il y a un mannequin qui porte le vêtement Azuki, le mannequin, il fait des fucks, tu vois. C'est Wiz Khalifa qui fait le concert, c'est les rebelles d'internet, et je trouve que tout ça c'est cohérent avec ce qu'a fait Vagabond et le côté je suis pas fan sur ce côté rebelle, etc. C'est pas forcément Ouais, mon tu veux truc dire c'est à le moi. storytelling, c'est un peu le. Mais je trouve que le storytelling, en fait, il est cohérent. Ouais. Peut-être même si c'est maladroit, même si c'est pas fait exprès, en fait, c'est cohérent avec ce qui s'est passé avec le fondateur, en fait. Ouais. Les pirates du Web 3, c'est un peu ça, tu vois, pour moi, les Azuki. Je sais pas, moi, Bref. quand il y a de l'argent en jeu, j'ai l'impression. Enfin, il est sur une zone grise un peu quand même. Ouais, il peut finir en Après, prison. je suis d'accord, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont sortir là, parce que là, ils ont commencé à sortir un petit truc, et ça a quand même fait propulser Azuki rapidement dans le top, hein, en ayant sorti juste un truc qui. Enfin, il y a rien, quoi. Il y a rien en vrai. Franchement, entre nous deux, il y a rien, tu vois. Ils ont mis une image. Et ça a vraiment fait. Voilà. On va voir ce qu'ils vont sortir, le Azuki verse ou je sais rien, tu vois. Ouais, marrant. On passe au sujet suivant. Yes. Mais c'est intéressant, les Pudgy Penguins. Ouais, t'as vu, enfin, on va voir. Et j'ai vu, tiens, d'ailleurs, je suis allé voir le visuel dont tu m'as parlé de Beeple, là, sur Twitter. Ouais. Et c'est marrant parce que dans les commentaires, il a dit les 3 meilleurs remix AI de mon image gagnent un print signé de cette image. Putain, trop stylé. C'est marrant. Bref, on parle. Ouais, il veut faire jouer sa communauté aussi. Ouais. Tu regarderas. Ouais, là, du coup, ils sont vraiment bien supportés, hein. Là, il y a une rédemption, hein, sur ce projet. Ça va être intéressant de voir là les prochains mois, parce que lui, il veut vraiment créer un Disney-like, un peu comme, tu vois, ce qu'il disait, Be Friends, Gary Vee. Je veux que les enfants dans 5 ans, 10 ans, ils aient des V-Friends sur leur sac à dos, tu vois, genre, voilà. Ouais, on verra la collection qui arrive à faire ça. Ouais, bah Doodles veut faire aussi la même chose, potentiellement Cool Cat aussi, enfin, mais bon, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire une adoption de masse, quoi. Bref. Je suis chaud pour parler plutôt des marques Web 2. Yes. Après, ça va être rapide, hein, ce que je vais couvrir après sur M&M's, mais vas-y, Ok. T'as vu passer ce truc-là, cette news sur Dune? C'est toi, Devac, qui me l'a partagé. Ouais. Donc, mais après, en fait, sans faire gaffe, je l'ai recroisé sur Twitter, mais c'est plutôt cool. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est sur un Dune. Yes, Dune Analytics. Donc c'est un espèce de, je sais pas, un espèce de data studio qui va rechercher. Enfin, de toute façon, nous on regarde tous nos graphes directement sur Dune Analytics. Sur Dune. Ouais. Vous allez sur dune.com, vous regardez, c'est des statistiques liées à la blockchain. Il y a de tout, vraiment tout. C'est la communauté qui crée les dashboards en fait, grâce aux données. Ouais. Comme tout est transparent et public. On-chain, ouais. Et donc du coup, sur Dune, t'as trouvé un chart qui recense en fait les plus gros projets Web3 faits par des boîtes Web 2, exactement. c'est ça. Enfin, boîte. On va pas dire Web 2 parce que Nike, en fait, c'est pas une boîte Web 2, c'est une boîte de chaussures. Ouais, c'est une boîte, en fait, une boîte normale. Enfin, une boîte pas Web 3 à la base. Ouais, grâce au rachat d'Artefact, aujourd'hui, ils sont aussi dans le Web 3. On va dire c'est des entreprises traditionnelles qui commencent à investir dans le monde Web 3. Voilà, donc pour les classer et voir celles qui ont fait le plus de volume en dollars sur le milieu du Web 3. Donc du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans ce chart-là? Alors, on apprend que Nike a vraiment compris comment faire. Racheter Artefact. Ok. Clairement. Okay. En fait, quand tu regardes, moi j'aimerais bien comparer Nike et Adidas parce qu'ils ont lancé leur projet quasiment en même temps. C'est vrai. Les deux marques, elles sont concurrentes dans le monde traditionnel. Quand on voit le volume qu'il y a eu, donc là on vous le dit brut, Nike a vendu pour 185 millions de dollars de NFT. Et ça comprend primary sales, donc c'est le mint, et secondary volume, c'est les royalties dus aux échanges des différents NFT entre les différentes les traders. 180 millions, faut juste savoir que, tu vois, à titre de comparaison, le résultat net de Nike, donc leur bénéfice annuel, c'est 6 milliards. Moi, franchement, je trouve ça intéressant, sachant que là, il y a un truc à savoir, c'est que bénéfice net sur 185 millions, il faut, je pense, c'est 90%, 95%. En fait, il y a très peu de coûts. À part le coût du rachat de Artefact, oui, si on compte dedans, oui. Je l'enlève. En fait, pour produire
les NFT, etc. C'est pas comme produire des chaussures. Enfin, il y a des coûts fixes qui sont importants. Non, mais attends, bouge pas des vagues, on va faire le ratio. Hein. Parce que ça, ils l'ont fait en 2022, Nike, parce qu'ils ont racheté Artefact fin décembre. Alors, je sais plus, est-ce que ça a été disclosé, justement, le montant du rachat? Le montant du rachat, non. Je pense que ça se compte en plusieurs millions, je pense. Mais... Oui, je suis certain. Maintenant, attends, et tu sais, là, le détail des ventes dont tu parles, les 180 millions, ça inclut pas les Clonex et tout ça? Ça inclut tout. Ça inclut toutes les collections. Tout depuis que c'est Nike, en fait. Depuis que ça a été racheté par Nike. Ouais. Donc, si je fais le ratio 180 millions divisé par 6 milliards de bénéfices annuels, on va dire, je fais n'importe quoi dans mes calculs. 180 divisé par 6000 fois 100... Ça représenterait du coup 3% des bénéfices de Nike aujourd'hui. Pour une marque qui a été lancée il y a 1 an, moi je trouve ça énorme. Alors que le monde Web3 il n'existe pas aujourd'hui. Enfin, tu regardes par rapport au... En fait, tu regardes le reach qu'ils ont sur le Web3 versus le reach qu'ils peuvent avoir sur le Web2. Enfin, aujourd'hui, on parle vraiment du... Une basket virtuelle à 100 balles, pour faire 1 milliard, il faudrait combien? Faudrait faire les calculs. Après là, tu regardes... 1 million de ventes. Putain, ouais, comparé à Adidas, si on compare à Adidas, qui est le numéro 5 sur le tableau, ils ont fait pour 10 millions de revenus. Bon, tu vois le ratio, hein, 10 millions Adidas, 185 millions Nike. Nike, ils ont, en fait, tu vois que le rachat, j'ai l'impression, hein, le rachat d'Artefact, ils ont une empreinte directement dans le Web3, ils savent comment lancer des projets, ils ont lancé plusieurs d'ailleurs, des projets, ils ont lancé des baskets, ils ont lancé même des pigeons, j'avais vu, il y avait des NFT pigeons, ils ont lancé le pull. Adidas, ils ont lancé très peu de collections, en vrai, quand tu regardes, ils ont, enfin, à part le projet G-Money, Bored Ape, etc., qui a vraiment bien fonctionné, donc du coup il y a le niveau 2, Metaverse, le niveau 3 qui va le développer. Il n'y a pas eu tant d'engouement, ils ont peut-être pas investi autant, passé beaucoup plus de temps, je sais pas. Là on regarde des chiffres, enfin... Parce que le deuxième, quand tu regardes le deuxième, Dolce & Gabbana, je l'ai pas du tout vu en fait. Dolce & Gabbana 25 millions. Donc déjà tu vois la différence entre le premier et le deuxième, hein. 185 millions Nike, deuxième Dolce & Gabbana, 25 millions. J'ai regardé ce qu'ils ont fait. Enfin, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait parce que j'ai pas du tout suivi la news de Dolce & Gabbana. Mais numéro 3, c'est hyper intéressant, numéro 3. Attends, je peux deviner du coup ou pas, tu penses? Vas-y. Non, mais est-ce que je suis capable de deviner ou c'est indevinable? Oui. Mais je pense. Tu penserais peut-être pas à ça. Ouais, mais je l'ai vu. En fait, ta liste, le problème, c'est que je l'ai vu, mais la semaine dernière. Tu te souviens un peu. Donc, je dirais le Time Magazine. Non. 7ème. Il est 7ème, lui. 4 millions. Ah, ok, trop. Ok, donc dis-moi, le troisième, c'est qui? Tiffany & Co. Ah oui, déjà? Ouais. Ils ont lancé le truc il y a 10 jours. Il y a eu 74 transactions, 12 millions de dollars. Ah ouais. Après, voilà, on parle vraiment d'une collection élitiste. Non, mais c'est un truc de luxe. 30 Ethers. Voilà, en primary sale, ils ont fait 12 millions. Déjà, tu lances une collection, tu as 12 millions d'euros sur 500 NFT. Je crois qu'il y avait 500 NFT. Et derrière, en secondary, ils ont eu 3 millions. Il n'a pas été comptabilisé dedans, là, je crois. Là, je viens de voir. Les chiffres, ils sont mauvais. 23 millions, 20 millions. Ah non, ouais, c'est ça, en fait. Dans primary sales, 12 millions. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. Les euros en royalties pour l'instant. Okay. Ils n'ont pas comptabilisé encore les royalties. Ok, c'est ouf. Après, t'as Gucci. Ok. 4ème. Ouais, ok. Ils ont dû sortir des 5ème Adidas. 6ème Budweiser. Je l'ai même pas vu, celui-là aussi. Time Magazine, 7ème. Bud Light, 8ème. AO, je sais pas ce que c'est. 9ème. 10ème, on est là. Lacoste. Ah ouais. France. Trop bien. 1 million, ils ont fait. Elle était pas mal, leur collection en plus, elle était stylée. C'était bien. Franchement, c'était bien. Franchement, ils l'ont bien travaillé. Ouais, c'était stylé. Le launch était assez smooth. J'ai vu même des soirées et tout. Franchement, je suis assez content quand même qu'ils aient pu réussir. Je regarderai par qui ils étaient accompagnés justement, quelle agence, mais ça pourrait être intéressant parce que je pense que c'est une agence française. Bonne question, je sais pas du tout. 11ème, Nicolet Deo. Ok. Ils ont sorti. Ouais, ils avaient sorti cette collection des Rugrats et des Arnold. 600 000, je crois. Ouais, non, c'est ça. 600 000 euros, ils ont fait. McLaren, ça aussi, c'est un peu un. C'est pas un flop, ça? C'est un flop un peu quand même. Hein. McLaren, 300 000. Ils ont vendu une bagnole, non? C'était pas une vraie bagnole physique derrière? Ouais, c'est ça. Une bagnole, mais ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais ça a pas trop bien marché. Ça a été mal perçu par la communauté parce qu'ils ont voulu faire en mode un peu cash grab. Tu sais, ils ont fait un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une collection où tu devais enchérir. Tu sais, c'était un one-and-one. Tu devais enchérir de mémoire, c'était ça. D'accord. Il y avait un floor qui était assez haut. Bah, parce qu'en fait, tu gagnais une McLaren. Donc, ok, donc forcément, c'était très cher et il y a peu de gens qui ont pu y aller, quoi. Ouais, c'est ça.
Et je sais pas combien ça coûte une McLaren, mais là je pense que 300 000 €, c'est peut-être le prix à peu près de la bagnole, hein, clairement. À mon avis, une McLaren c'est plus cher que ça. Moi je pense que c'est pas très cher pour une McLaren, mais après je suis pas spécialiste. Pas donc, encore. Ça veut dire qu'ils ont perdu si c'est moins cher, enfin si c'est plus cher, ils ont perdu de l'argent justement. Pepsi Mic Drop le dernier. Ok. Ça c'était une collection qui était sortie il y a... putain, je me souviens, c'était dans les débuts quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux NFT. Marrant. L'année dernière. Et donc eux ils se sont fait 11 millions en secondary volume, c'est intéressant ça. Il y avait pas grand chose derrière en plus, hein. Mais c'était les débuts, c'était le bull run, c'était une des premières marques traditionnelles qui se lançait sur le Web3, donc les gens ils ont commencé à vas-y on va spéculer, c'est les Pepsi, c'est sûr que ça a marché. Et donc du coup pas mal de gens commencent à investir donc en fait moi ce que je retiens c'est que il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent, enfin ça peut être vraiment un gros business model pour les entreprises traditionnelles, le Web3. Ouais. On le voit avec Nike, parce que franchement c'est significatif hein, pour une première année, les chiffres qu'on a sortis. Maintenant, tu peux pas y aller n'importe comment. Tu as Nike, ils ont racheté une des collections les plus iconiques du milieu déjà. Enfin, il faut y aller de manière hyper sérieuse dedans en fait. Bah, en fait, quand tu regardes Nike par rapport aux autres, c'est le seul qui a racheté une boîte et qui a vraiment pris l'empreinte Web3 avec Artefact, accompagné d'influenceurs Web3, etc. Et tu vois le volume après je pense qu'ils ont vraiment fait all-in entre guillemets, où ils ont vraiment beaucoup investi dedans parce qu'un rachat d'une boîte, je crois que c'est un des plus gros investissements hein, de Nike d'ailleurs, hein, Artefact, hein. Ah ouais. Quand tu regardes, il le disait je crois que dans le top des investissements qu'ils ont pu effectuer dans les dernières années. Incroyable. Ils ont pas peut-être qu'ils ont été déçus par le lancement des CryptoKicks, hein, de leur première basket Nike NFT, parce que ça a pas cartonné, hein. C'est pas un flop, hein, attention, hein. Je pense que c'est Clonix qui a vraiment fait le taf chez eux. Ouais. Niveau les 180 millions, c'est les Clonex, c'est sûr. C'est sûr. Parce que les CryptoKicks, en fait, c'est... Je sais pas, j'essaie de trouver le floor là, mais... De toute façon, tu peux comparer rapidement sur OpenSea, tu regardes justement le volume de transactions et... 0,65. Ouais, non, ça a pas trop marché. Ouais, c'est pas la folie. J'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont construire par la suite. Pareil. Mais c'est assez... moi, je suis bullish quand même. Enfin, c'est hyper intéressant de voir quand même... Enfin, l'insight que tu peux en tirer ici, c'est vraiment si tu veux réussir. En tout cas, une boîte Web3 qui veut réussir, une boîte traditionnelle qui veut réussir, c'est intéressant de voir. Parce qu'en fait, ils ont quasiment tous fait des trucs un peu différents. Hein. Ah oui, rien à voir. Quand tu regardes Tiffany & Co, la sortie enfin, hyper élitiste. Gucci, ils ont fait aussi un truc hyper... Enfin, ils ont fait un petit truc, quoi, une collection de 500 pièces. Adidas, ils sont lancés sur un truc un peu plus important parce que forcément, c'est Adidas. 30 000 pièces. Enfin... Ouais, ils ont tous, je trouve, des parcours un peu différents. Après, Nike, ils ont peut-être aussi beaucoup investi dedans. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un retour sur investissement important. Écoute, ouais, c'est hyper intéressant. Juste une dernière remarque, tu vois, maintenant que j'y pense, en fait, une machine marketing comme Nike, je comprends pas pourquoi ils ont pas plus fait la promotion, en fait... Pourquoi pas même à la télé ou dans la rue ou dans leur magasin des NFT Nike en fait. Je trouve que c'est resté quand même une collection très centrée sur les gens dans le milieu des NFT qui y connaissent déjà et pas forcément un truc dédié au mainstream. Je pense qu'il y a une barrière technique aujourd'hui qui est trop importante pour les personnes tu crois traditionnelles lambda. Ouais, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Je pense que d'ici peut-être un an et demi, quand en fait le process pour aller acheter un NFT deviendra vraiment smooth. Je pense qu'ils vont commencer à mettre justement en valeur beaucoup plus leur écosystème avec Artefact. Parce que en vrai, quand tu regardes, je pense que tu regardes la balance justement bénéfices et investissement. Je pense que le Web3, tu investis quasiment rien et tu as... T'as des bénéfices énormes, quoi. Créer une basket virtuelle par rapport à faire des baskets faire des baskets virtuelles, oui, voilà, c'est ce qu'on se disait. Créer une basket virtuelle, ça coûte quasiment rien, quoi. On passe au sujet suivant. Ouais, je vais faire les flash news. Je sais pas si t'as entendu parler de ce truc là, les M&M's avec Bored Ape. Alors j'ai vu passer ça de loin, mais je sais pas du tout précisément en quoi ça consiste. Alors c'est pas du tout un deal entre Mars et Yuga Labs, hein. Donc Mars qui est la maison mère de M&M's et Yuga Labs donc du coup qui est l'équipe derrière Bored Ape. C'est un contrat entre Universal et Mars. Pourquoi Universal ? Parce qu'en fait je t'avais parlé de ce groupe qui s'appelle Kingship. Ce groupe de musique Web3 où en fait t'as 4 membres Holder Bored Ape
qui avaient signé avec Universal. Et en fait, pour faire du marketing avec leur nouvelle musique, leur nouveau clip, en fait, ils ont fait une collab avec Mars où ils sortent justement parce que là, aujourd'hui, c'est disponible sur leur site. Ok. Une édition limitée des M&M's en fait avec les singes du groupe Kingship. Donc du coup, en fait, voilà, tu achètes le paquet, je crois que ça coûte $50 de M&M's et donc c'est un gros paquet de M&M's et donc du coup, tu peux acheter dans tes M&M's, tu retournes la pièce et tu vois les singes du groupe Kingship. Donc voilà, en fait le partenariat c'est pas Yuga Lab, Mars, mais c'est plutôt Universal qui est le label justement de Kingship, donc le groupe Web3 avec les 4 personnes qui sont pas doxées parce qu'en fait ils ont la tête de leur singe etc en photo de profil. Et ils sortent justement des M&M's pour faire parler d'eux, etc. Et ça a marché parce que il y a une retombée presse assez rapidement en fait. Et donc du coup, les gens peuvent s'intéresser à Kingship, la musique qui développe, etc. Okay. Bon. Et la deuxième news que j'avais vue, c'est Anthony Hopkins qui a sorti une collection NFT. En fait, ça va être un peu comme ce qu'on avait dit avec Quentin Tarantino. Ouais. Il va sortir justement 3 drops avec des animations justement sur des archétypes qu'il a pu dessiner. D'accord. Donc c'est vraiment ses travaux, c'est vraiment ses travaux de peinture qu'il veut remettre en NFT. Ok. Et donc voilà, ça sera une petite pièce. Il est vraiment très bien accompagné. Anthony Hopkins. Bon, faut savoir que ce mec il a 85 piges, donc déjà putain c'est ouf. Il est assez âgé, il se lance quand même là-dedans. Il disait qu'en fait il a toujours voulu être un peu comme tu disais, tu vois, pirate, toujours voulu tester des nouvelles choses, sortir un peu des sentiers battus. Et donc du coup c'est pour ça qu'il lance cette collection NFT à ce moment de sa vie, accompagné par Snoop Dogg, Jimmy Fallon, etc. Parce que en fait il connaît un peu tout ce monde, Hollywood. Ouais. Et vu qu'il s'y connaissait pas spécialement en Web3, en fait, ces personnes-là l'ont un peu intégré dedans. Ok, c'est cool. C'est une expérimentation, voilà. quoi. Exactement, ouais. Ok, très cool. Et moi, de mon côté, j'avais vu qu'il y a Banksy aussi qui a sorti un truc. Ah ouais ? Ouais. Donc, une collection de 1000 NFT. Mais derrière, avec une utilité, parce que non seulement tu peux brûler ton NFT pour réclamer un morceau de mur de son hôtel. Ouais. En Palestine. Ah ouais. Mais en plus, il y a 10% de tous les revenus qu'il va générer avec son NFT qui seront aussi réversés pour l'entretien, tout ça de son hôtel. D'accord. Putain, trop bien. Donc si vous voulez soutenir l'artiste Banksy, vous pouvez via un NFT qui est en train de dropper, qui va dropper je pense prochainement. Et c'est vraiment Banksy derrière ? Ou c'est quelqu'un qui se fait passer pour Banksy ou... Bonne question, parce qu'en fait c'est quoi ? C'est libre de droit les images de Banksy ? Ah ouais, je sais pas. J'avoue, je sais peut-être 660. Ouais, j'aurais dû vérifier avant d'en parler. Mais j'essaye de trouver là en live sur internet les infos. Ah, c'est ouf. Mais non, c'est NFT Evening qui m'a partagé ça, donc c'est un truc. Et il le lance sur, tu sais, sur quelle plateforme ? OpenSea ou... Ouais, c'est sur Solana avec Magic Eden. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une collaboration entre Banksy et Magic Eden. Ouais, non, c'est un vrai truc. C'est un gros plus pour Magic Eden. Il y a 1000 NFT qui vont sortir. Ce sera le 17 septembre exclusivement sur Magic Eden. Donc attends, si Magic Eden s'est mis à l'Ether, c'est peut-être pas du Solana, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est sur Magic Eden. D'accord, donc c'est peut-être de l'Ether, mais en tout cas c'est sur Magic Eden. Ouais. En tout cas, si c'est de l'Ether, c'est intéressant parce que Magic Eden qui commence à faire des partenariats avec des gros noms pour promouvoir leur blockchain justement. Ether. C'est pas leur blockchain à eux, mais leur plateforme à eux qui à la base s'est fait connaître sur Solana. Ouais. Effectivement. Trop bien, je regarderai. Donc voilà ce qu'on pouvait raconter sur la semaine passée sur les NFT avec Devac. On a tout vu ? On a quasiment tout vu. Ouais, non, on a tout vu. Il y a 2 trucs, on parlera, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Il y a des trucs sur Paris 2024 qui intégraient la blockchain, etc. Ça peut être intéressant de voir. La semaine prochaine, beaucoup de choses. Il y a les Moonbirds, Paris 2024, ok, on en parlera. Et puis on va voir ce qui va se passer. Top. La rentrée. Yes. Bon bah top. Merci beaucoup à tout le monde pour nous avoir suivis. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Paul, ciao. Salut les vagues. Bye.